Bonjour à tous, édition spéciale de la rédaction en raison de cette attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo. 2 hommes très lourdement armés se sont introduits au siège du journal et ont tiré à de très nombreuses reprises sur le personnel. Le bilan est extrêmement lourd, il y aurait au moins 11 morts dont 2 policiers. C'est un retour du terrorisme en France et une déflagration pour tout le pays. Le président de la République est sur les lieux, il vient tout juste d'arriver. Il dénonce un acte d'une exceptionnelle barbarie. Nous serons en direct sur place. Nous entendrons les réactions du ministre de l'Intérieur et de Manuel Valls. L'hebdomadaire satirique faisait l'objet de menaces de la part d'intégristes musulmans, notamment depuis la publication des caricatures de Mahomet en 2006. Pour commencer cette édition spéciale, revenons d'abord sur les faits. Que s'est-il passé exactement à 11h30 au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement à Paris? Les faits tout de suite avec Franck Genozo et Christophe Quinck. Les journalistes qui se réfugient sur le toit du siège de Charlie Hebdo. Un d'entre eux vient d'enfiler un gilet pare-balles. Une fusillade a éclaté dans le bâtiment. À gauche, à gauche! En bas, des policiers accourent. À gauche! Là! Les tirs nourris résonnent alors. 2 hommes habillés de noir répliquent à l'arme lourde. Puis ils regagnent leur véhicule et crient à nouveau. Vous encore? Mais non, Edouard, Impossible pour l'heure de décrypter ce qu'ils disent. Un reporter qui travaille sur le même palier que Charlie Hebdo raconte la scène. Il y avait des hommes armés avec des kalachnikovs cagoulés qui sont entrés dans l'immeuble. On a appelé la police immédiatement et au bout de quelques minutes, on a entendu des tirs. On s'est tous réfugiés. Nous, on était une petite vingtaine dans l'agence de presse Première Ligne. On s'est tous réfugiés sur le toit. Les tirs ont continué pendant un certain moment, pendant plusieurs minutes qui nous ont paru très longues. Ensuite, on a vu depuis le toit sortir dans la rue 2 personnes cagoulées. C'est tout ce qu'on a pu voir. On ne sait pas s'il y en avait plus. L'attaque a eu lieu autour de 11h dans le 11e arrondissement de Paris. Les secours sont sur place. Il y aurait de nombreuses victimes. Ici, un blessé pris en charge sur le trottoir avec l'aide des journalistes. Les employés sont sous le choc. Sur la façade de l'immeuble, des impacts de balles un peu partout, ainsi que sur cette voiture de police qui a tenté d'intervenir. Les assaillants ont pris la fuite à bord d'une voiture noire qu'ils abandonnent quelques minutes plus tard rue de Meaux dans le 19e arrondissement de Paris. Une voiture dont voici les premières photos. Les policiers la passent actuellement au peigne fin. Et nous retrouvons immédiatement Marc de Chalvon qui se trouve juste devant le siège de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert. Marc, bonjour. Quelle est la situation exacte au moment où nous nous parlons ? Écoutez, il y a encore beaucoup d'agitation et de confusion, comme vous pouvez le voir derrière moi dans le 11e arrondissement à Paris. Comme vous le voyez, les secours, les pompiers, la Croix-Rouge, le SAMU ont pris position ici, boulevard Richard Lenoir. Et la rue Nicolas Appert se trouve à une centaine de mètres sur la droite. Devant le bâtiment, il y a également beaucoup d'agitation. Les forces de l'ordre continuent d'évacuer ce bâtiment. Il y a encore peu de temps. Des blessés étaient encore évacués dans des véhicules du SAMU. Donc beaucoup d'agitation. On attend d'y voir plus clair et il y a déjà des personnalités les plus importantes qui sont passées puisque François Hollande est arrivé ici il y a quelques instants. On va en parler dans une seconde, mais Marc, le bilan est de 11 morts, il est extrêmement lourd. On sait que des blessés sont en situation d'extrême gravité, il pourrait encore s'alourdir ce bilan. Oui, il pourrait s'alourdir effectivement ce bilan. Dans un premier temps, on a parlé de victimes, on sait maintenant qu'il y en a plus de 10, on parle de 11 victimes, dont 2 policiers, et il y aurait également 5 blessés dans un état très grave, donc on peut s'attendre effectivement dans les heures qui viennent à ce que ce bilan toujours provisoire s'alourdisse. Marc, on l'imagine et on le voit d'ailleurs derrière vous, le quartier est totalement bouclé. Savez-vous si les auteurs de l'attentat ont réussi à prendre la fuite ?
Écoutez, il semblerait, oui, que les auteurs de cet attentat aient pris la fuite. Ils sont partis dans un véhicule noir, direction le 19e arrondissement de Paris, pour prendre un autre véhicule. Ils seraient donc toujours en fuite à bord d'un autre véhicule. On parle, et c'est à prendre au conditionnel, d'une Citroën C1, à prendre au conditionnel évidemment. Mais oui, les deux personnes qui ont réalisé cet attentat sont, semble-t-il, à l'heure où je vous parle, toujours en fuite. Merci à vous, Marc, pour ces premières informations. Vous restez bien sûr en direct avec nous tout au long de cette édition spéciale. On l'a dit, le président de la République a immédiatement décidé de se rendre sur place. Vous découvrez peut-être les images de sa voiture quittant l'Élysée. Il est arrivé il y a quelques minutes. Voilà, on voit les images de son arrivée sur les lieux du drame, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement à Paris. Le chef de l'État qui a fait sa première déclaration empreinte, bien sûr, de gravité. On l'écoute. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Mais il y a 40 personnes qui sont maintenant protégés et qui sont sauves. Nous aurons dans quelques heures le bilan exact. Je réunirai tout à l'heure à 14 h à l'Élysée les ministres et les responsables qui sont directement maintenant concernés par la protection que nous devons assurer à tous les lieux où de mêmes actes pourraient être renouvelés par les mêmes barbares. Et nous avons donc engagé le plan Vigipirate attentat. Il y a aussi des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduits devant les juges et condamnés. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Tel sera mon comportement, ma volonté tout au long de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. J'aurai une fois encore à parler aux Français, car je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurerons les menaces et nous punirons les agresseurs. Personne ne doit penser qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal. Et je pense aujourd'hui à ces victimes. 11 personnes sont mortes. 4 sont entre la vie et la mort. Nous en sommes là et nous aurons à cœur de trouver les responsables et d'appeler autant qu'il est possible à l'unité nationale. Voilà donc pour la première déclaration du chef de l'État. On l'a entendu à 14 h. Il réunira les principaux ministres concernés à l'Élysée. Nathalie Saint-Cric, vous êtes la chef du service politique de France 2. C'est une déflagration pour le pays. Absolument. D'ailleurs, François Hollande a dit les choses carrément. Il a parlé d'une exceptionnelle barbarie. Il a parlé d'attentats terroristes. Il avait un ton extrêmement grave. Et ça l'est, parce que vu le nombre de victimes, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu ce genre de choses. Il a Depuis également 1995. dit, à peu près, il a dit également qu'il y avait plusieurs attentats qui avaient échoué. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'une vague. C'est-à-dire qu'il ne dit pas les choses à moitié, il y va carrément, il explique avec un ton particulièrement grave.
Et puis, évidemment, il en appelle à l'unité nationale, qui est quelque chose d'absolument nécessaire dans ces cas-là et qui va avoir lieu, bien sûr. Et qui ne tardera pas. Et on sait déjà que Nicolas Sarkozy risque de prendre la parole assez rapidement au nom de l'opposition. Il y a un mot très important dans la déclaration de François Hollande quand il a rappelé que la France était un pays de liberté et que c'était peut-être pour cela que ce pays était attaqué. Ah, clairement. Donc, on peut penser qu'il fait référence à Charlie Hebdo et aux caricatures de Mahomet. C'est-à-dire que, en gros, ce journal a été protégé parce qu'il a osé, à une période, représenter les caricatures du prophète, et il insiste très bien en disant c'est l'esprit de la République, c'est-à-dire c'est un journal, on s'est pris à un organe de presse qui fait son travail, et c'est particulièrement important dans l'esprit français, dans la défense de la République, de continuer à se battre, d'expliquer aux gens pourquoi, mais de ne pas caler. Quelle peut être la réponse d'un État, d'un président de la République, d'un gouvernement face à un attentat terroriste d'une telle ampleur? Mobilisation générale, on l'a entendu pour retrouver les responsables. Je vais peut-être dire un peu des banalités. Bien sûr, arrêter les responsables. Deuxièmement, ne pas caler. J'utilise encore cette expression, c'est-à-dire ne pas se expliquer aux gens, faire de la pédagogie en disant il ne faut pas non plus être terrorisé. Il y a des choses, on en a connu d'autres, on en a vu d'autres, on se battra, on aura une réponse. Et c'est la meilleure réponse, c'est quand même l'efficacité. On ne sait pas le nombre d'attentats qui ont été déjoués pour l'instant. Il y en a un certain nombre, mais probablement c'est sur le terrain et sur la pédagogie, dire aux gens qu'il ne faut pas vivre dans la terreur et il ne faut pas accepter ce terrorisme, et c'est probablement le discours que Emmanuel Valls et Bernard Cazeneuve et François Hollande vont développer. D'accord, merci. Vous restez avec nous bien sûr Nathalie pour poursuivre cette édition spéciale. On l'a entendu, l'alerte attentat a été déclenchée dans toute l'Île-de-France et à l'instant on apprend que les organes de presse, les grands magasins, les lieux de culte et les transports sont placés sous protection renforcée. Revenons sur les faits avec un document exceptionnel filmé par nos confrères de Première Ligne, une société de production qui se trouve juste en face dans le même bâtiment que les locaux de Charlie Hebdo. Immédiatement après l'attaque, les journalistes ont pu se réfugier sur le toit de l'immeuble d'où ils ont filmé ces quelques images qui prouvent la violence de cette attaque terroriste. On regarde ensemble ce document. Il y a des trucs qui sont là en bas. Attends, non. À gauche, à gauche. À gauche. À gauche. Là. Ils sortent. Ils sont là. Ok. Baissez-vous. Tu les vois encore? Mais non, Edouard, tu bouges. Fais bien. Bougez pas. Il y a un trou. Ouais. Bougez surtout pas. On les a déjà pris. Voilà donc pour ce document, il comprend bien en le regardant que les deux attaquants ont continué à tirer alors qu'ils se trouvaient dans la rue. On a appris au cours de la matinée qu'il y avait bien 2 policiers parmi les 11 victimes de cet attentat terroriste. Audrey Goutard est avec nous en direct sur ce plateau. Audrey, bonjour. Vous êtes notre spécialiste police-justice. Que savez-vous des assaillants ? Alors, ce qu'on sait, en fait, on le sait par les témoins. Pour l'instant, on n'a aucune précision suffisamment fine, si vous voulez, pour établir un portrait vraiment précis. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'a priori, ils étaient 2, qu'ils étaient habillés en noir. Certains témoins disent qu'ils avaient des gilets pare-balles, qu'ils étaient extrêmement armés. Alors, on parle d'armes lourdes, de fusils à pompe, d'armes automatiques. On a même évoqué la présence d'un lance-roquette. Exactement. Alors, c'est vrai que les témoignages divergent. Les policiers, pour l'instant, les enquêteurs veulent que j'ai régulièrement au téléphone, restent très prudents. Mais ce qu'on sait surtout aujourd'hui, c'est que ces hommes ont pris la fuite, qu'ils ont réussi à voler des voitures, à aller jusqu'au 19e arrondissement. Ils ont été suivis par les caméras de la préfecture de police. Ils sont arrivés dans le 19e arrondissement et là, ils ont de nouveau pris la fuite. Ça veut dire qu'actuellement, en région parisienne... C'est-à-dire qu'il y avait des complices. Ou une organisation... Ça, c'est vous qui le dites, Élise, parce que pour l'instant, on n'en a aucune certitude. Et d'ailleurs, les policiers me disaient qu'ils étaient étonnés, si vous voulez, par le fait que... A priori, ils n'avaient pas vraiment prévu leurs arrières. On n'a pas vu de complices, les témoins ne parlent pas de complices, les voitures sont volées. Et surtout, pour l'instant, ce qu'on note, si vous voulez, c'est que ces hommes sont en région parisienne et
sont quelque part, les policiers sont à leur trousse, mais ils ne les ont pas encore interpellés. Et il y a une mobilisation générale au niveau policier, j'imagine. Tout à fait. Vous avez vu, un plan a été élevé, le même plan qui avait été appliqué pour l'affaire Merah, lorsque Mohamed Merah était pourchassé. Ce même plan avait été appliqué. C'est un plan qui nécessite, vous l'avez dit vous-même, que les magasins soient hautement surveillés, et y compris les médias. Est-ce que les enquêteurs privilégient la thèse des islamistes radicaux? On a rappelé que depuis 2006, il y avait des menaces à l'encontre de Charlie Hebdo, de nombreuses menaces, notamment en raison de la publication des caricatures de Mahomet. Alors là, je viens d'avoir justement un message de mes contacts qui sont à la police judiciaire, qui me confirment que des témoins ont bien entendu ces hommes crier le prophète est vengé. Alors, ils ont entendu ces témoins, ils vont les réentendre. Bien sûr, il faut rester prudent, mais selon plusieurs témoins, me disent mes interlocuteurs, ces hommes ont bien crié ces mots. Donc, on s'oriente évidemment vers une piste terroriste islamiste. Je vous rappelle que le parquet antiterroriste a été saisi. Audrey, vous restez avec nous. Pour le moment, on l'a dit, aucune revendication de ces attaques terroristes. On l'a dit, on soupçonne bien sûr les islamistes radicaux. Le journal faisait en effet l'objet de menaces depuis plusieurs années, notamment, on l'a dit, en raison de la publication des caricatures de Mahomet. Et en 2011, d'ailleurs, les précédents locaux de l'hebdomadaire avaient été incendiés. Rappel des faits avec Sophie Rodier. Le prophète Mahomet avec une bombe sur la tête en guise de turban. C'était en 2006. Une caricature publiée d'abord par un journal danois puis par Charlie Hebdo valent au journal satirique des centaines de lettres de menaces. Des islamistes les considèrent comme un blasphème et à l'époque, certains dessinateurs sont même pointés directement. 5 ans plus tard, en 2011, violent incendie au siège du journal satirique Charlie Hebdo venait de publier un numéro baptisé Sharia Hebdo. Les locaux ont été attaqués en pleine nuit au cocktail Molotov. À l'époque, aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts sont alors très importants. En 2012, des CRS en faction devant le journal parisien. Encore des menaces à la suite de la publication de nouvelles caricatures de Mahomet à la une. Les salariés du journal avaient dû s'habituer à travailler sous protection de la police. Revenons donc sur ce qui s'est produit il y a un peu plus près de 2 heures maintenant au siège de Charlie Hebdo. Vous le savez, 2 hommes armés, très lourdement armés, cagoulés, ont tiré à de nombreuses reprises avec des armes lourdes dans la rédaction donc, de nos confrères de Charlie Hebdo. Il y a au moins 11 morts, dont 2 policiers qui auraient été tués aussi au siège de Charlie Hebdo. Un témoignage de premier plan, je vous propose de l'écouter maintenant. Il s'agit de Benoît Bringer, un journaliste de l'agence Première Ligne. Elle se trouve juste en face des locaux de Charlie Hebdo. Il nous raconte ce qu'il a entendu ce matin vers 11h30. On l'écoute. Nous, on a des bureaux qui sont juste en face de ceux de Charlie Hebdo, sur le même palier. Soudain, on a entendu qu'il y avait des hommes armés avec des kalachnikovs cagoulés qui sont entrés dans l'immeuble. On a appelé la police immédiatement. Et au bout de quelques minutes, on a entendu des tirs visiblement de Kalachnikov dans les couloirs. On s'est tous réfugiés sur le toit. Les tirs ont continué pendant un certain moment, pendant plusieurs minutes qui nous ont paru très longues. Ensuite, on a vu depuis le toit sortir dans la rue 2 personnes cagoulées. C'est tout ce qu'on a pu voir. On ne sait pas s'il y en avait plus. Et qui sont restés quelque temps dans la rue en criant assez fort, qui sont re-rentrés dans une voiture, qui sont partis. La police, les secours sont arrivés dans la foulée. Certains témoins disent que moi je n'ai pas assisté à ça, mais certains témoins disent qu'ils auraient crié le prophète est vengé. Voilà. Voilà, autre témoignage très important, celui de Vendry Lanos, lui aussi journaliste à l'agence Première Ligne. On écoute son témoignage. Il nous raconte à son tour les faits. Je suis allé chez Charlie Hebdo qui est juste en face de chez nous et on a constaté la scène monstrueuse du drame et on a essayé de sortir un peu, de prêter main forte, de sortir un peu les bureaux qui entravaient un peu l'aide des secours, quoi. Il y avait des corps sans vie, en tout cas apparemment sans vie par terre et des mares de sang, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est pas une hyperbole, quoi. C'est pas une exagération, c'était vraiment une scène de carnage.
Il y avait les personnes, les survivants. Est-ce que vous avez pu discuter avec eux? Il y avait des gens qui étaient prostrés, qui pleuraient dans les coins. Il y avait les secours qui étaient au début très peu nombreux, parce que c'est les premiers secours qui étaient là, donc qui essayaient tant bien que mal de ranimer quelques personnes. Voilà pour ce témoignage bouleversant. On l'a dit, cette attaque terroriste d'une très grande ampleur s'est produite ce matin vers 11h30, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement. Nous retrouvons, non loin de là, boulevard Richard Lenoir, Marc de Chalvron. Marc, le bilan vient tout juste de s'alourdir. Oui, on parle maintenant de 12 morts, donc c'est toujours un bilan provisoire. Il faut s'attendre à ce qu'il s'alourdisse encore. 12 morts et il reste des blessés dans un état très grave, puisque à l'instant même, on vient de voir passer un blessé sur un brancard, manifestement dans un très mauvais état. Donc oui, le bilan s'est alourdi, 12 morts, et il faut s'attendre à ce qu'il s'alourdisse encore. Est-ce qu'on en sait plus sur la chasse à l'homme qui est lancée contre les suspects ? Écoutez, non, on sait que les hommes ont pris la fuite dans cette voiture noire, qu'ils sont allés jusque dans le 19e arrondissement de Paris et qu'à ce moment-là, ils ont changé de voiture. Alors on ne sait pas s'ils ont braqué un autre véhicule pour le prendre de force ou s'ils disposaient là-bas d'un autre véhicule. Toujours est-il qu'aux dernières nouvelles, les deux assaillants sont toujours en fuite. Merci à vous pour ces précisions, Marc. Bien sûr, vous reviendrez en direct plus tard dans ce journal. Audrey Goutard, je le rappelle, vous êtes notre spécialiste police-justice. Qu'en était-il de la surveillance policière, justement, au pied des locaux de Charlie Hebdo ? Donc j'ai eu la préfecture de police à ce sujet. Eux, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y avait jusqu'à il y a quelque temps des policiers en faction devant la porte. Ces policiers, me disent-ils, en accord avec la direction de Charlie Hebdo, avaient été supprimés au profit de patrouilles mobiles, si vous voulez. Et en revanche, plusieurs journalistes de Charlie Hebdo avaient leur propre protection, leur propre surveillance. Et cette protection, si vous voulez, devait pallier effectivement à l'absence d'un policier en faction devant la porte. Et d'ailleurs, parmi les policiers blessés, vous avez un des policiers qui était chargé de la surveillance d'un des journalistes. Le Charbe. On l'a dit, le plan Vigipirate est relevé au niveau alerte, attentat. Audrey, il n'y en a pas de plus élevé. Non, il n'y en a pas de plus élevé. C'est un niveau extrême qu'on avait utilisé lors des attentats commis par Mohamed Merah. Donc c'est un niveau qui est très très rarement utilisé, évidemment. Il avait été utilisé également dans les attentats de 1995, lors des attentats de 1995. Ce niveau-là, si vous voulez, en fait, paralyse d'une partie de la France, notamment là en l'occurrence l'Île-de-France. Ça veut dire que dans les aéroports, vous avez des mesures précises, dans les gares, dans les grands magasins, en fait dans tous les établissements accueillants du public et tous les établissements sensibles, comme les médias aujourd'hui. Merci à vous, Audrey. Vous restez avec nous. On n'a pas connu d'attentat d'une telle ampleur en France depuis 1995. On l'a dit, le président de la République s'est immédiatement rendu sur place. Il a fait une déclaration extrêmement solennelle où il a dénoncé un acte d'une exceptionnelle barbarie. Le chef de l'État qui a aussi annoncé une réunion d'urgence à 14h à l'Élysée. Nous retrouvons sur place Jeff Wittenberg. Jeff, bien sûr, c'est la mobilisation générale au niveau de l'État et du gouvernement. Oui, absolument. Bonjour Élise. Le chef de l'État qui vient à l'instant de revenir à l'Élysée. Dans sa voiture, il était accompagné du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Comme vous l'avez dit, les deux hommes vont préparer une réunion de crise qui va se tenir ici dans le bureau du président tout à l'heure à 14h avec non seulement le ministre de l'Intérieur mais aussi le Premier ministre, celui de la Défense, Jean-Yves Le Drian, la ministre de la Justice, Christiane Taubira et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. L'objectif, bien sûr, prioritaire, c'est de retrouver les deux assaillants du journal Charlie Hebdo. Vous l'avez entendu tout à l'heure sur France 2, le président de la République a évoqué effectivement un attentat gravissime, l'importance de l'unité de la nation. Il a dit aussi, c'est important, qu'il allait s'adresser très vite aux Français. Peut-être que cela fera l'objet d'une allocution ce soir solennelle. Ce n'est pas encore confirmé ici à l'Élysée. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble du gouvernement est mobilisé. Le plan Vigipirate a été relevé au niveau alerte attentat. C'est Matignon qui l'a annoncé. Et d'ici quelques minutes, on aura évidemment d'autres informations sur les mesures qui sont prises à cette occasion. Jeff, bien sûr, dès que vous avez des informations supplémentaires, vous reprenez l'antenne. Nathalie Saint-Cric, on l'a dit, le président de la République a appelé à l'union nationale. On voit mal d'ailleurs comment ça ne serait pas le cas. Oui, absolument. Et probablement que tous les partis dans la journée, même les plus extrémistes, vont tout de suite se mobiliser pour effectivement réagir face à un attentat qu'on n'a pas vu, que vous l'avez dit, depuis 1995 et qui effectivement a un bilan absolument terrible.
Je voudrais revenir juste 2 secondes sur les termes précis qu'a employé François Hollande. Bien sûr. Parce qu'il a parlé de la France comme un pays de liberté. Il a parlé de la presse, de la liberté de la presse. Alors c'est pas parce qu'on est dans les médias qu'on s'intéresse spécialement à la liberté de la presse, mais c'est quand même un principe pour lui qui est extrêmement, pour lui et pour les autres. Vraiment, l'esprit français, c'est-à-dire d'avoir le droit de publier, de dire ce qu'on a envie de dire. Et quand il parle de l'esprit même de la République en disant on ne va pas se laisser influencer. Donc je pense qu'effectivement, il va soit par une allocution, soit par une prise de parole et très très rapidement rassurer sans baisser les bras. Et je pense que de ce qu'on peut savoir, toute la classe politique française est sur la même ligne. Nathalie, vous restez avec nous. On va revenir sur les faits, sur ce qui s'est déroulé ce matin au siège de Charlie Hebdo à 11h30. On l'a dit, 2 hommes très lourdement armés se sont introduits dans les locaux de l'hebdomadaire. Ils ont tiré sur le personnel avec des armes lourdes, des armes automatiques. Il y a au moins 12 morts maintenant. Le bilan s'est considérablement alourdi au fur et à mesure de la matinée et 5 blessés. Nous allons tout de suite revoir ce qui s'est passé avec des images, nous tenons à vous prévenir, qui peuvent heurter les personnes les plus sensibles. Le rappel des faits avec Franck Genozo. Des hommes cagoulés qui tirent à l'arme de guerre dans les rues de Paris. Ils viennent d'abattre un policier et regagnent leur véhicule. Une petite voiture noire dans laquelle ils vont prendre la fuite. Quelques instants auparavant, des journalistes se réfugient sur le toit du siège de Charlie Hebdo. Un d'entre eux vient d'enfiler un gilet pare-balles. Une fusillade a éclaté dans le bâtiment. En bas, des policiers accourent. À gauche! À gauche! Là! Des tirs nourris résonnent alors. En contrebas, quelqu'un crie Allahu Akbar, Dieu est le plus grand en arabe. Nouveau coup de feu. Puis les assaillants retournent à leur véhicule. Ils se mettent à crier. Impossible de décrypter ce qu'ils disent. Un témoin, un commerçant, raconte la scène. On a entendu une très grosse fusillade à la fin là-bas. Et puis, que vous dire, on a vu des silhouettes noires partir vers le fond de la rue. Un certain moment, pendant plusieurs minutes qui nous ont paru très longues. Ensuite, on a vu depuis le toit sortir dans la rue 2 personnes cagoulées. C'est tout ce qu'on a pu voir. On ne sait pas s'il y en avait plus. L'attaque a eu lieu autour de 11h dans le 11e arrondissement de Paris. Les secours sont sur place. Il y aurait de nombreuses victimes. Ici, un blessé pris en charge sur le trottoir avec l'aide des journalistes. Les employés sont sous le choc. Sur la façade de l'immeuble, des impacts de balles un peu partout, ainsi que sur la voiture de police qui a tenté d'intervenir. Les assaillants ont pris la fuite dans une voiture qu'ils ont abandonnée quelques minutes plus tard, rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris. Une voiture dont voici les premières photos. Les policiers la passent actuellement au peigne fin. Voilà, on vient de dire les tueurs sont en fuite. Audrey Gouta, est-ce qu'on peut redouter d'autres attentats dans les heures qui viennent? C'est une question qu'on peut se poser. Évidemment. Vous avez quand même 2 tueurs actuellement dans une voiture en fuite autour de Paris et lourdement armés. Donc les policiers là me disent qu'effectivement ils continuent à les traquer. Parfois ils les voient, parfois ils les voient plus. Vous savez que Paris est équipé de caméras, donc on peut arriver à suivre la progression de ces suspects. Mais le fait est, si vous voulez, c'est que pour l'instant, il n'est pas du tout sûr qu'ils ne commettent pas d'autres attentats, d'autres actions terroristes quelque part ailleurs. Objectivement, Audrey, ça veut dire que les heures qui viennent sont déterminantes, vont être déterminantes, et que la mobilisation est maximum, la mobilisation policière est maximum. Franchement, vous qui êtes en contact tout le temps avec des sources policières, est-ce que vous avez le sentiment, et des sources antiterroristes, est-ce que vous avez le sentiment qu'on avait senti l'état de la menace? Écoutez, franchement, même les policiers antiterroristes ne se cachent pas du fait qu'effectivement, il y a une vraie menace actuellement en France. D'ailleurs, un policier disait, on se pose même pas la question de savoir si l'attentat va se produire, mais quand
va-t-il se produire? Et là, on est exactement dans cette situation. Mais un attentat d'une telle ampleur. Un attentat d'une telle ampleur, et avec ces profils, les enquêteurs, les policiers, même le ministre, avaient cette crainte absolument forte d'une action commise par une personne, 2 personnes, avec finalement, là, on dit qu'ils étaient lourdement armés, mais c'était pas non plus des explosifs, c'est pas des bombes, on n'a pas besoin de bombes. Je vous rappelle que commettre une action comme ça ne demande pas beaucoup de fonds financiers, ça ne coûte pas cher, il suffit d'un ou 2 hommes déterminés, et des hommes déterminés, vous en avez qui reviennent régulièrement de Syrie ces temps-ci. On sait que les armes s'achètent facilement sur Internet. Absolument, et donc les policiers n'avaient aucun doute sur le fait qu'il y avait ce danger-là. Il y a eu des attentats déjoués, François Hollande l'a clairement affirmé dans sa déclaration, manifestement ces dernières semaines. Alors, écoutez, il y a régulièrement des attentats déjoués. Alors, déjoués, il ne faut pas imaginer, si vous voulez, qu'on interpelle tout à coup un homme avec une bombe dans la main. C'est en fait des personnes qui parlent sur les réseaux, qui disent on commet très bien, voilà, ce qu'on appelle des cellules, qui imaginent, qui évoquent l'hypothèse de commettre un attentat. Où il y a eu des cas effectivement récents, le ministre les a cités, où effectivement on a retrouvé des explosifs dans des entrepôts, etc., avec des hommes extrêmement déterminés. Vous restez avec nous, Audrey, bien sûr, avec toutes les informations que vous aurez au fur et à mesure de ce journal. Nous retrouvons Jeff Wittenberg en direct de l'Elysée. Jeff, vous nous parliez d'une intervention possible du chef de l'État. Eh bien, c'est déjà décidé. Oui, effectivement, comme je vous le laissais entendre tout à l'heure, le président de la République décide d'intervenir ce soir à la télévision à 20h pour évidemment tenter de rassurer les Français dans cette situation d'une exceptionnelle gravité, comme il l'a expliqué tout à l'heure lorsqu'il est allé sur les lieux de l'attentat. Comme je vous le disais, il est revenu il y a quelques minutes ici à l'Elysée pour préparer cette réunion qui va avoir lieu à 14h avec les principaux ministres concernés. Nous avons essayé tout à l'heure de demander à Bernard Cazeneuve s'il avait quelques informations, notamment sur la traque des assaillants. Bernard Cazeneuve est resté muet. Peut-être aurons-nous d'autres éléments dans les minutes qui viennent. Une information avec vous, Nathalie Saint-Cric, on disait à l'instant, le président de la République va intervenir en direct avec une allocution à 20h. Nicolas Sarkozy va aussi intervenir. Tout à l'heure à 14h30, on va intervenir. Il y a une réaction immédiate, ce qu'on disait de tous les... Là, on fait plus de politique dans ces moments-là. Donc, intervention de Nicolas Sarkozy à 14h30 pour marquer le coup, marquer sa, si j'ose dire, son soutien et faire l'union sacrée ou nationale, comme on peut l'appeler. Et tous les partis sont au diapason. Audrey, on l'a dit, mobilisation policière. Nathalie, on l'a entendu, mobilisation politique. Qu'est-ce qui peut se passer dans les heures qui viennent au niveau politique, Nathalie? C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Que peut faire le gouvernement très concrètement? Vous l'avez dit, rassurer les Français. Alors, le gouvernement peut à faire preuve d'efficacité, enfin le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, les policiers, mais ça, les malheureux, on ne peut pas imaginer une seconde qu'ils ne fassent pas le maximum pour réussir à les arrêter. Première chose. Deuxièmement, expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire naviguer entre une dramatisation excessive, neutraliser une éventuelle vague d'islamophobie, si effectivement il se confirme que c'était au nom du prophète, de venger le prophète. Si on a crié Allah Akbar devant les locaux de Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas tout d'un coup, là aussi le chef de l'État et le gouvernement et l'opposition se doivent d'être garants en trouvant, si j'ose dire, les responsables, mais en ne mélangeant pas tout au risque d'avoir une espèce de vague, 1, de terreur dans la population, 2, d'islamophobie où on regarde de travers toute personne dans la rue. Donc c'est surtout ça. C'est pour ça que le discours est important et que l'union nationale est essentielle, c'est-à-dire on a des principes, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la République, la laïcité. On traque les gens qui ne respectent pas ces principes, mais on ne mélange pas tout et surtout on évite d'avoir un climat de guerre civile et on essaie de se tenir décemment. Et ça, c'est effectivement nécessaire que toute la classe politique, pour une fois, tienne le même discours et soit réunie. Il est un peu plus de 13h30. Revenons donc sur cette édition spéciale. Une attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo. 2 hommes lourdement armés se sont introduits au siège du journal en toute fin de matinée vers 11h30. Ils ont tiré à très nombreuses reprises sur le personnel. Le bilan, on l'a dit, est extrêmement lourd et c'est d'ailleurs alourdi au cours de ce journal. Il fait maintenant état de 12 morts, dont au moins 2 policiers. On l'a dit, c'est un retour du terrorisme de grande ampleur en France et une déflagration. Le président de la République a dénoncé un acte d'une exceptionnelle barbarie. Nous retrouvons sur place, en direct du boulevard Richard Lenoir, Marc de Chalvron. Marc, bonjour. Vous êtes aux côtés d'un syndicaliste policier. D'abord, un premier point sur ce qui se passe autour de vous. On le voit, il y a une mobilisation extrêmement forte, notamment des services de secours, parce que beaucoup de blessés sont en situation d'urgence absolue. Oui, et ils ont établi leur QG ici même, boulevard Richard Lenoir.
En fait, le siège de Charlie Hebdo se trouve à une centaine de mètres dans la rue qui part là sur la droite et il continue à y avoir beaucoup d'activités. Il y a encore une quinzaine de minutes, on a vu un blessé évacué sur un brancard manifestement en très mauvais état. Et donc on a été rejoint il y a quelques instants par Emmanuel Kemener du syndicat Alliance qui va nous en dire un peu plus sur les circonstances de ce qui s'est passé ici même, il y a une centaine de mètres. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au siège de Charlie Hebdo? Il y a quelques heures maintenant, il y a 11h30 très précisément, un véhicule est arrivé au siège de Charlie Hebdo. Des individus sont descendus du véhicule. Ils étaient cagoulés, armés d'armes lourdes de première catégorie, d'armes de guerre, des armes de type Kalachnikov. Ils sont rentrés à l'intérieur des locaux. Et on fait feu sur le personnel de Charlie Hebdo. Nous déplorons pour le moment 10 personnes travaillant pour Charlie Hebdo qui sont décédées, ainsi que 2 fonctionnaires de police. Donc, parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, vous nous confirmez qu'ils avaient des Kalachnikov? Tout à fait, c'était des armes de type Kalachnikov, de l'arme de guerre de la première catégorie, tout à fait. Et, pendant cette attaque, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit qui peut donner une idée de leur motivation, un début de revendication, quelque chose? Il est trop tôt pour l'instant pour savoir ce qui s'est dit à l'intérieur. Il y a effectivement des personnes qui étaient présentes au moment des faits, qui ont été prises en charge par une cellule psychologique. Donc nos affaires de la police judiciaire sauront très rapidement ce qui s'est passé. Et vous parlez de 3 hommes, parce que pendant longtemps on a parlé de 2 hommes, là vous parlez de 3 hommes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ils ressemblent, comment ils étaient habillés? Ces hommes étaient cagoulés, armés d'armes de guerre. C'était des individus type commando qui sont rentrés à l'intérieur, qui ont fait feu sur tout ce qui se présentait devant eux. Et à l'instant où je vous parle, ils sont toujours en fuite? Tout à fait. Ils ont pris le véhicule à bord d'un véhicule Citroën de couleur sombre qu'ils auraient abandonné porte-pantin avant de reprendre un deuxième véhicule. Ils restent activement recherchés par nos collègues. Donc voilà, vous avez la confirmation donc que les 3 assaillants, puisqu'ils sont 3, sont toujours en fuite au moment où je vous parle. Merci à vous, Marc. Oui, information très importante qu'on apprend à l'instant. Il n'y avait pas donc 2 assaillants, mais 3 assaillants. On va revenir sur ce qui se passe maintenant au niveau politique. On l'a dit, François Hollande a dénoncé un acte d'une exceptionnelle barbarie. Il annonce aussi une allocution officielle à 20h à la télévision. Nous retrouvons en direct de Matignon Lilia Melconian. Lilia, bonjour. Le chef de l'État a appelé à l'union nationale. On imagine, bien sûr, j'allais dire, que le Premier ministre est exactement sur la même ligne et sur la ligne de la mobilisation générale aussi. Absolument. Alors Manuel Valls n'a pas encore pris la parole, pas de déclaration pour le moment. En revanche, nous avons reçu il y a quelques minutes un communiqué de Manuel Valls pour indiquer que le plan Vigipirate a bel et bien été relevé en niveau alerte attentat en Île-de-France. Les organes de presse, les grands magasins, les lieux de culte et les transports font immédiatement, je cite, l'objet d'une protection renforcée. C'est ce qu'indique le communiqué de Manuel Valls. Toutes forces civiles et militaires ont été déployées. Nous avons pu le constater nous-mêmes ici dans le quartier de la rue de Varennes. Le niveau de sécurité a été renforcé, le périmètre a été élargi, tout est bouclé et les contrôles de sécurité à l'entrée de Matignon évidemment ont été renforcés également. Le Premier ministre qui se rendra lui aussi à 14h à l'Elysée évidemment pour cette réunion avec d'autres ministres autour du président de la République. Merci à vous Lilia. Donc on le sent bien, mobilisation générale au niveau politique. Nathalie Oui, c'est important ce que vient de dire Lilia parce que Manuel Valls avait été au moment des caricatures de Mahomet. Alors là on extrapole, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a peut-être à tort un lien entre cette histoire de Charlie Hebdo et des caricatures de Mahomet, mais Manuel Valls qui n'était pas Premier ministre bien sûr à cette époque, avait soutenu toute la rédaction, avait soutenu un certain nombre d'intellectuels en disant qu'au nom de la liberté d'expression, au nom de la République, eh bien il fallait soutenir Charlie Hebdo. Donc c'est exactement la thématique de Manuel Valls, c'est-à-dire laïcité, liberté d'expression, République. Ça a toujours été des sujets sur lesquels il a été absolument intraitable. On va réécouter, si vous le voulez bien, la déclaration de François Hollande qui a décidé de se rendre sur les lieux du drame et de cette attaque terroriste qui a fait 12 morts donc en fin de matinée rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement. On écoute la première déclaration solennelle du chef de l'État. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni,
que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Tel sera mon comportement, ma volonté tout au long de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. J'aurai une fois encore à parler aux Français, car, je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurerons les menaces et nous punirons les agresseurs. Personne ne doit penser qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal. Et je pense aujourd'hui à ces victimes. 11 personnes sont mortes. 4 sont entre la vie et la mort. Nous en sommes là et nous aurons à cœur de trouver des responsables et d'appeler autant qu'il est possible à l'unité nationale. Merci. Voilà, donc pour la première déclaration du chef de l'État, on l'a dit, il interviendra de manière très solennelle à 20h à la télévision. Et puis il y a une réunion d'urgence à 14h à l'Élysée avec tous les ministres concernés. Le chef de l'État, qui vous l'avez entendu, appelle à l'union nationale. Vous allez l'entendre, les réactions vont bien au-delà de la France. Il y a quelques minutes, David Cameron a dénoncé une attaque terroriste révoltante. Le Premier ministre britannique exprime sa solidarité avec la France. La Maison-Blanche aussi condamne l'attaque dans les termes les plus forts. Revenons sur ce qui se produit en ce moment, ce qui se passe en ce moment avec vous, Audrey, parce que bien sûr, les Français, notamment en Ile-de-France, sont très inquiets. On sait que les assaillants sont en fuite. Vous n'avez pas de confirmation qu'ils étaient 3. Non, pour l'instant, effectivement. Alors, il faut savoir que effectivement, sur une scène de crime, parce que ça s'appelle une scène de crime comme celle-là, tout est extrêmement flou et compliqué. Pour l'instant, et pour les policiers, il y avait 2 assaillants, 2 hommes qui ont pris la fuite, 2 hommes qui actuellement sont quelque part dans la nature. Alors, souvenez-vous de l'affaire Mohamed Merah, parce qu'on se retrouve quand même avec un peu le même type de profil, des hommes lourdement armés avec des gilets pare-balles. Il est très difficile de disparaître dans la nature. C'est-à-dire que les policiers sont extrêmement inquiets, ont peur que d'autres événements se réitèrent, mais néanmoins, ils ont quand même, globalement, ils sont assez optimistes sur l'issue. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible de disparaître comme ça dans la nature. Il est difficile, heureusement, pour des gens comme ces suspects de trouver des lieux où s'abriter. Donc, a priori, il devrait être interpellé, je l'espère, et les policiers l'espèrent, dans les heures à venir. Mais voilà, il ne faut pas imaginer qu'ils vont disparaître comme ça dans la nature. Il s'agit d'une course-poursuite. Les heures qui suivent sont déterminantes, on l'a dit, bien sûr. On apprend à l'instant que, en fait, les journalistes de Charlie Hebdo étaient en conférence de rédaction au moment où l'attaque terroriste s'est produite. Nous retrouvons en direct du boulevard Richard Lenoir, à 2 pas de la rédaction, Marc de Chalvron. Marc, faites-nous un point à 13h40 sur ce qui se passe en ce moment autour de vous. Est-ce que tous les blessés ont été évacués? Est-ce qu'on en évacue encore en ce moment? Écoutez, le dernier blessé que nous ayons vu ici, mais je vous rappelle que nous sommes à une centaine de mètres environ du siège de l'immeuble de Charlie Hebdo. Le dernier blessé a été évacué il y a une quinzaine de minutes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Quand je suis passé devant l'immeuble tout à l'heure, il y avait encore beaucoup de monde à l'intérieur de l'immeuble. Donc il est difficile de vous confirmer si tous les blessés ont été évacués. En tout cas, vous pouvez le voir derrière moi, le déploiement est toujours considérable. Il y a énormément de véhicules de pompiers, de la Croix-Rouge, des SAMU qui sont là, ce qui laisse à penser qu'ils ont encore du travail à l'heure où je vous parle. Merci pour ces dernières précisions. Vous nous rappelez dès que vous avez de nouvelles informations. Je vous l'ai dit au cours de ce journal, évidemment, l'alerte attentat a été déclenchée. C'est le plus haut niveau possible de déclenchement en France. Sachez en plus que les sorties scolaires et les activités scolaires hors des établissements ont été stoppées en Ile-de-France. On l'apprend à l'instant par le rectorat et par l'académie. Nous retrouvons Jeff Wittenberg en direct de l'Élysée. Jeff, on l'a dit au cours de cette édition spéciale, le président de la République va s'exprimer de manière solennelle à 20h lors d'une allocution. Est-il déjà de retour à l'Élysée et peut-on envisager la teneur de sa déclaration ?
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le président, comme vous l'avez dit, parlera ce soir aux Français dans une allocution solennelle. Ce qui est sûr aussi, c'est que d'ici quelques minutes, une réunion va se tenir à l'Elysée avec en premier chef le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est en première ligne, parce que la priorité absolue ici à l'Elysée, on nous le répète, c'est évidemment de retrouver les assaillants, les auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo. D'autres ministres seront présents dans cette réunion, la ministre de la Justice, celui des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, parce que le plan Vigipirate alerte comporte évidemment la présence des militaires qui vont être déployés sur tous les points sensibles. Et puis, donc ce soir, le président va parler évidemment pour revenir, sans doute reparlera-t-il de ce qu'il a dit tout à l'heure, de cette barbarie exceptionnelle, de cet attentat, les mots qu'il a prononcés devant les locaux de Charlie Hebdo, mais il appellera très probablement aussi la France à garder son esprit d'unité, d'union nationale, de ne pas céder à des tentations qui pourraient avoir lieu à l'occasion de ces actes gravissimes. Une union nationale politique qui pour l'instant évidemment est respectée. Il n'y a aucun mot qui a pu dériver de ce moment de trêve et d'unité face à des actes aussi graves. Merci à vous, Jeff, pour ces précisions. On le sent bien, Nathalie Saint-Cric, vous qui êtes la chef du service politique de France 2, le chef de l'État est en train de prendre la mesure de la déflagration qui secoue le pays. Absolument, mais il était déjà inquiet, c'est-à-dire que toutes les tentatives d'attentat dont Audrey a parlé tout à l'heure, dont on a parlé, il y avait une inquiétude et une véritable prise de conscience, parce que parfois, il y a eu quelques critiques sur François Hollande ou sur son aptitude à prendre des décisions, sur son caractère, mais force est de constater que sur des scènes extérieures ou quand il s'agit de choses comme le terrorisme, là, les décisions sont prises assez rapidement. Donc il avait cette conscience, il était absolument averti de cette menace, sans vouloir pour autant dramatiser. Et on peut imaginer effectivement, on ne va pas répéter sans interruption l'unité nationale, ça va se faire. Évidemment, c'est nécessaire. Il va expliquer probablement les choses aux Français pour pas qu'on vive dans la terreur et organiser ce que peut être la vie en France dans une période où il y a une vague de terrorisme. On l'a connu en 86, on l'a connu en 95. Voilà, il ne faut pas céder à la panique, ça existe, on l'a déjà fait. Et c'est sur ce point, à mon avis, que la pédagogie est la plus nécessaire. Enfin, ça veut dire qu'en quelques secondes, quand même, la peur, on va dire, s'est installée et qu'il va falloir aussi traiter ce sujet politiquement, ce qui n'est pas évident. C'est le rôle du chef de l'État dans ces cas-là, effectivement, et de toute la classe politique, pour une fois à l'unisson, de guider les gens, enfin de guider, pas au nom du guide suprême, mais de fixer les choses de manière à ce qu'on n'ait pas de réactions irrationnelles. Il y a eu d'autres pays, là en Espagne, quand il y a eu la vague d'attentats, en Angleterre, il y a d'autres pays qui ont été confrontés à ça. Pour nous, effectivement, c'est une vague sans précédent, mais pas sans précédent, mais en tout cas, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu. Ça fait très longtemps, effectivement, qu'on n'avait pas vécu comme ça. Voilà pour l'analyse et ce qu'on peut dire au niveau politique. Je vous propose de revenir sur les faits avec un témoignage qu'on a diffusé précédemment mais qui est extrêmement important. C'est celui de Vendry Lanos, un journaliste de l'agence Première Ligne, qui se trouve exactement dans le même immeuble que celle de Charlie Hebdo, au même étage, en face en fait de la rédaction de Charlie Hebdo. Et justement, Vendry Lanos s'est rendu dans la rédaction juste après la fusillade. Voici son témoignage, il est extrêmement émouvant, bouleversant même. On l'écoute. Je suis allé chez Charlie Hebdo qui est juste en face de chez nous et on a constaté la scène monstrueuse du drame et on a essayé de sortir un peu, de prêter main forte, de sortir un peu les bureaux qui entravaient un peu l'aide des secours, quoi. Il y avait des corps sans vie, enfin en tout cas apparemment sans vie par terre et des mares de sang, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est pas une hyperbole, c'est pas une exagération, c'était vraiment une scène de carnage. Il y avait les personnes, les survivants, est-ce que vous avez pu discuter avec eux? Il y avait des gens qui étaient prostrés, qui pleuraient dans des coins, il y avait les secours qui étaient au début très peu nombreux, parce que c'est les premiers secours qui étaient là, donc qui essayaient tant bien que mal de réanimer quelques personnes. Voilà, et on a appris au cours de ce journal que la fusillade s'était produite au moment même où les journalistes de Charlie Hebdo étaient en conférence de rédaction, ce qui laisse imaginer que les auteurs de cette fusillade étaient peut-être au courant que tout le personnel de l'hebdomadaire du journal était réuni à ce moment-là dans les locaux. Revenons sur les faits tout de suite avec tout ce qu'on sait depuis la fin de cette matinée, les faits avec Franck Genozo. Des hommes cagoulés munis d'armes de guerre en plein cœur de Paris. Ils ouvrent le feu, abattent un policier, puis revendiquent leur acte. Ils regagnent cette petite voiture noire, avec laquelle ils vont prendre la fuite.
Quelques instants auparavant, des journalistes se réfugient sur le toit du siège de Charlie Hebdo. Fais gaffe, hein. Un d'entre eux vient d'enfiler un gilet pare-balles. Une fusillade a éclaté dans le bâtiment. En bas, des policiers accourent. À gauche! À gauche! Là! Les tirs nourris résonnent alors. En contrebas, quelqu'un crie « Allahu Akbar ». Dieu est le plus grand en arabe. Nouveau coup de feu. Puis les assaillants retournent à leur véhicule. Et ils se mettent à crier. Encore ? Impossible de décrypter ce qu'ils disent. Non, Edouard, Un témoin, un commerçant, raconte la scène. On a entendu une très grosse fusillade à la fin là-bas. Et puis, que vous dire, on a vu des silhouettes noires partir vers le fond de la rue. L'attaque a eu lieu autour de 11h dans le 11e arrondissement de Paris. Les secours sont toujours sur place. Il y aurait de nombreuses victimes. Ici, un blessé pris en charge sur le trottoir avec l'aide des journalistes. Les employés sont sous le choc. Sur la façade de l'immeuble, des impacts de balles un peu partout, ainsi que sur une voiture de police qui a tenté d'intervenir. Sur cette dernière photo, on découvre le face-à-face qui s'est déroulé entre les terroristes et les forces de l'ordre dans cette petite rue. Les assaillants ont pris la fuite et abandonné leur véhicule quelques minutes plus tard, rue de Meaux, dans le 19e arrondissement. Une voiture dont voici les photos. Les policiers l'inspectent actuellement à la recherche de premiers indices. Voilà, et nous retrouvons Marc de Chalvon en direct du boulevard Richard Lenoir, à 2 pas du siège de Charlie Hebdo. Marc, est-ce que vous avez des précisions sur l'identité des victimes ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'employés de Charlie Hebdo. On pense qu'il y a 10 des 12 victimes qui sont employées du journal. Ce qu'on sait également, c'est qu'au moment où les assaillants sont rentrés dans l'immeuble, eh bien, la rédaction était en conférence de rédaction. C'est un moment très important pour toutes les rédactions et il y a là toutes les plumes les plus importantes du journal. On pense notamment à Charb qui dirige ce journal. On pense également à Cabu, à Wolinski qui sont des figures importantes et populaires. Marc, à l'instant, alors il y a beaucoup de bruit et de noms qui... Pardon, Marc, mais à l'instant, on apprend que Cabu, Charb, Tinous et Wolinski feraient partie des victimes. On va rester, bien sûr, au conditionnel. Les informations nous arrivent au fur et à mesure de cette édition spéciale. Informations à confirmer de votre part, bien sûr, si vous avez des confirmations de la part des services de secours ou des services de police qui sont sur place. On répète donc Cabu, Charb, Tinous et Wolinski donc feraient partie des 12 victimes. Information à confirmer dans les minutes ou dans les heures qui viennent. On l'a dit, Charlie Hebdo, pour le moment, pas de revendication, mais on soupçonne bien sûr les islamistes radicaux. Le journal faisait en effet l'objet de menaces depuis plusieurs années, notamment en raison de la publication des caricatures de Mahomet. Et en 2011, les précédents locaux de l'hebdomadaire avaient été incendiés. Rappel des faits, Sophia Rodier. Le prophète Mahomet avec une bombe sur la tête en guise de turban. C'était en 2006. Une caricature publiée d'abord par un journal danois, puis par Charlie Hebdo, valent au journal satirique des centaines de lettres de menaces. Des islamistes les considèrent comme un blasphème. Certains dessinateurs sont même pointés directement à l'époque. Le droit à la caricature, c'est le droit à la représentation, ça fonde presque, ça fait partie des fondements même de nos libertés. Si on touche ça, tout va être faussé, tout se fausse dans la société. 5 ans plus tard, en 2011, violent incendie au siège du journal satirique. Charlie Hebdo venait de publier un numéro baptisé Charia Hebdo. Les locaux ont été attaqués en pleine nuit au cocktail Molotov à l'époque. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts sont alors très importants. En 2012, des CRS en faction devant le siège parisien du journal. Encore des menaces reçues à la suite de la publication de nouvelles caricatures de Mahomet à la une. Mais leur auteur, à l'époque, refuse de céder à la pression.
Si on commence à dire oui, j'ai peur, eh ben c'est terminé. On arrête de faire des journaux, on arrête de faire de la polémique, on arrête la presse, on arrête la liberté de la presse. Si on veut instituer en France un délit de blasphème, on met la clé sous la porte et puis on change de pays. Après ces menaces, les salariés du journal avaient dû s'habituer à travailler sous la protection policière. Oui, sous une protection policière, mais qui aurait été allégée en ce qui concerne en tout cas les locaux. On va y revenir dans un instant. Je vous donne quelques réactions. Sachez que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, condamne un acte intolérable de barbarie. Le Conseil du culte musulman condamne un acte barbare contre la démocratie. Et puis sachez que le PS appelle à une marche des Républicains mercredi après-midi à Paris. C'est l'entourage de M. Cambadélis qui l'affirme à l'instant. Nous retrouvons Jeff Wittenberg, justement en direct de l'Elysée. Jeff, bonjour. Le Premier ministre Manuel Valls est attendu d'une minute à l'autre dans le bureau du chef de l'État. Effectivement, Manuel Valls qui a quitté Matignon il y a quelques minutes, il va arriver d'une seconde à l'autre. On a vu arriver il y a quelques instants le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, parce qu'évidemment l'armée va être mobilisée à l'occasion du renforcement de ce plan Vigipirate, alerte attentat, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Et la priorité de cette réunion qui va débuter donc à 14h, c'est évidemment de faire le point sur la traque des assaillants du journal Charlie Hebdo. Une information importante aussi, c'est que vous savez, aujourd'hui on est dans la période des vœux et il se trouve que le président de la République devait prononcer ses vœux aux autorités religieuses à 18h. Eh bien, ces vœux, à l'heure où je vous parle, ont été maintenus. Le président donc s'exprimera sur évidemment cette actualité qui vont prendre, et ces vœux vont prendre évidemment un relief très particulier vu le drame qui s'est produit ce matin. La seule différence, c'est que ces vœux devaient être publics. Ils seront finalement à huis clos. Et comme vous le savez, le président s'adressera solennellement aux Français dans une allocution ce soir à 20h. Voilà, donc on se résume ce qui se passe au niveau politique. Donc à partir de 14h, réunion d'urgence à l'Elysée. Vers 18h, donc les vœux aux autorités religieuses qui seraient maintenus, mais en petit comité. Et puis à 20h, l'allocution officielle et solennelle du chef de l'État, 20h, à la télévision. Pour revenir sur les faits, on va retrouver en direct au téléphone Laurent Richard, qui est un des journalistes de l'agence Première Ligne. Laurent, on rappelle que les locaux de Première Ligne sont juste en face de ceux de Charlie Hebdo, dans le même immeuble. Vous n'étiez pas sur place juste au moment des faits, vous êtes arrivé quelques minutes plus tard. Racontez-nous ce que vous avez vu, racontez-nous ce à quoi vous avez assisté. En fait, c'était je suis arrivé quelques secondes après les dernières rafales apparemment, et je suis rentré le premier dans les bureaux de Charlie Hebdo. Et évidemment, c'était un carnage absolu. Et j'ai essayé de porter secours aux dernières personnes vivantes, avec un médecin qui était là aussi. Et les médecins m'ont demandé d'aider et de parler avec un deuxième blessé, de tenir des perfusions. Et puis dedans il y avait une odeur de poudre extrêmement forte. Je crois que l'assaut a duré vraiment assez longtemps, en tout cas plusieurs minutes. Et c'était évidemment très très terrible. En fait, c'est vraiment terrible de voir ce qui s'est passé dans les locaux de cette rédaction. Et évidemment, on est catastrophé parce qu'on est leurs voisins, on est journalistes, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer d'aider et voilà. Vous avez été un des premiers à entrer dans la rédaction de Charlie Hebdo. Vous nous confirmez qu'il y avait une conférence de rédaction à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait une grande partie du personnel réunie au moment de la fusillade. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? En tout cas, ce que je confirme, c'est que j'ai vu beaucoup de monde à l'intérieur et beaucoup de monde, beaucoup de corps, et je ne sais pas ce qu'ils faisaient avant, mais voilà. Et après, les choses sont allées vite. On attendait l'arrivée d'autres secours. Il y avait un besoin très important de pompiers qui sont arrivés ensuite très très vite. Et voilà. Vous avez participé vous-même aux premiers soins. On vous a vu sur des images. Vous étiez en train de tenir un goutte à goutte. J'imagine que ce sont des moments extrêmement violents, tout simplement humainement. Et quand on est journaliste, encore plus, parce que c'est vraiment un symbole qui est attaqué. On a dit, on n'a pas encore de confirmation, mais que Cabu, Sharp, Tinous et Wolinski pourraient faire partie des victimes. C'est une attaque très ciblée. Oui, c'est une attaque extrêmement précise. Il cherchait les locaux. L'un de mes collègues, Mathieu, a vu un homme avec un Kalachnikov. Il les a vus arriver.
Mathieu a pu remonter à fond dans les bureaux de première ligne, dire à tout le monde que des gens avec des gars avec des kalachnikovs étaient en train d'arriver. Les gens de première ligne ont pu se réfugier. Certains ont réussi à apercevoir les terroristes. Et évidemment, c'est catastrophique humainement, c'est catastrophique pour tout ce que ça représente, c'est catastrophique pour les familles, c'est catastrophique pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe absolue. Merci à vous pour ce premier témoignage, Laurent Richard. On vous retrouvera peut-être au cours de cette édition spéciale. On va retrouver Claude Sampère qui se trouve justement juste à côté des locaux de Charlie Hebdo. Quel est le climat? J'imagine que c'est un climat d'une grande tension dans le quartier après cet acte terroriste qui a provoqué la mort de 12 personnes. Et on l'a dit, il y a encore de nombreux blessés qui sont entre la vie et la mort. Élise, on vient à l'instant de faire tout le tour du quartier. Le siège de Charlie Hebdo est au centre d'un petit quartier, c'est un véritable dédale de rue. Et on a fait tout le tour de ce quartier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a énormément d'émotions sur place. On a vu des gens en pleurs se serrer les bras les uns dans les autres. Il y a énormément d'émotions. Et en faisant le tour de ce quartier, on a rencontré plusieurs témoins profondément choqués. Notamment une dame. Elle habite exactement rue Pelé, c'est à l'arrière du siège de Charlie Hebdo. Elle est sortie sur son balcon, comme beaucoup de gens, parce qu'ils ont entendu la fusillade. Donc ils sont sortis sur leur balcon pour voir ce qui se passait. Et à ce moment-là, cette femme, elle n'a pas vu les assaillants, elle n'a pas vu les terroristes, mais elle a vu les policiers qui quittaient le siège de Charlie Hebdo. Elle a parlé de 2 policiers, peut-être un 3e qui était en civil. Ils avaient leurs armes à la main et ils remontaient la rue en courant. Un policier à ce moment-là a été blessé. Il est tombé à terre, il s'est appuyé sur un arbre, il est tombé à terre. Il a crié aux gens, abritez-vous, abritez-vous, rentrez chez vous, c'est dangereux, rentrez chez vous. Et visiblement, ce policier, par son action, a sauvé la vie de nombreuses personnes. Derrière cette dame, elle nous parlait devant chez elle. Il y avait d'énormes impacts de balles sur des vitres, notamment les vitres d'un siège de Pôle emploi qui se trouve dans le quartier. Ensuite, les policiers ont continué, ce policier blessé est resté là. Son collègue a continué à remonter la rue en courant, arme à la main. Il a été blessé à son tour, il s'est réfugié dans un garage, le garage Volvo, et là il s'est mis à l'abri. Ensuite, on a continué à monter cette rue, on a rencontré d'autres témoins, une dame à nouveau. Elle a vu, elle aussi, ces policiers qui étaient blessés, qui étaient touchés, tomber à terre. Et elle dit qu'à ce moment-là, des policiers sont arrivés en vélo, mais ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils n'avaient pas l'armement adéquat pour lutter contre ce qui se passait. Et elle a vu à ce moment-là un autre policier tombé à terre et cet homme, apparemment, ce policier, serait décédé. En tous les cas, voilà ce qu'on a vu, les témoignages qu'on a pu recueillir et il y a énormément d'émotions ici. Oui, énormément d'émotions, climat d'une grande tension, vous nous l'avez dit Claude Sampère. On a justement recueilli des témoignages des habitants de ce quartier du 11e arrondissement, donc juste à côté de la rue Nicolas Appert, où s'est produit ce matin cette attaque terroriste au siège de Charlie Hebdo qui a fait pour le moment le bilan de 12 morts et de plusieurs blessés qui sont en situation d'extrême urgence. On écoute ces témoins. On prenait notre petit déjeuner, on a entendu des coups de feu, donc on a ouvert la fenêtre, on a regardé par l'extérieur et on a vu un premier puis un deuxième policier courir après une 3e personne. En fait, le policier avançait tout en se protégeant avec son arme et il nous criait, parce qu'en fait on était plusieurs personnes aux fenêtres pour voir ce qui se passait. Et donc il criait rentrez chez vous, rentrez chez vous. Donc c'est ce qu'on a fini par faire en fait. Et donc du coup après on a moins vu de choses. Là c'est la NPE en fait et donc les gens sont restés calfeutrés. Et il y a un deuxième éclat ici. Un deuxième éclat juste derrière toi. On a ici. Juste ici, c'est ça. J'ai vu des policiers qui étaient donc à vélo, qui n'étaient pas suffisamment armés a priori pour pouvoir intervenir. Ils se sont dirigés vers le garage de Volvo. Il y a un policier qui était a priori blessé au mollet qui s'est réfugié aussi chez Volvo. Et les pompiers sont venus vérifier ce qu'il avait. Et après, ils sont repartis par là, les policiers à vélo. Et a priori, la fusillade a continué par là-bas. Il y a eu un policier touché et a priori tué. Voilà, on va tout de suite... Pardonnez-moi. Voilà, on va tout de suite revoir un autre document que nous venons de recevoir, donc un document qui nous montre la fusillade vue d'un balcon. Claude Sampère nous parlait à l'instant des témoins qui avaient assisté à cette fusillade vue du balcon. Vous voyez
Ce sont manifestement les deux assaillants en noir qui fuient à bord de la fameuse Citroën noire qu'ils auraient abandonnée plus tard dans le 11e arrondissement. Je ne sais pas s'il s'agit de cette voiture, apparemment oui. Donc voilà les deux assaillants habillés de noir, lourdement armés. Audrey, hein, ce sont les images. Une information importante, de nouvelles consignes policières viennent d'être données à la population. Dans le cadre en fait de ce plan Vigipirate ultra renforcé, effectivement, il a été demandé aux gens de rester chez eux, de ne pas prendre le métro. Des policiers sont à la sortie des bouches de métro et conseillent de ne pas prendre le métro, de ne pas fréquenter les lieux publics. Les écoles ont été alertées et, comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, tous les établissements sensibles qui reçoivent du public ou les établissements comme les médias et la presse. Voilà, on voit à l'instant les images des Champs-Élysées où la sécurité, on le voit, d'ores et déjà a été renforcée avec une présence policière beaucoup plus importante. Alerte, attentat, donc sur toute l'île de France. Les assaillants sont en fuite et évidemment activement recherchés. Nathalie Saint-Cric, on va bientôt rendre l'antenne de cette édition spéciale. Un point sur le positionnement de François Hollande par rapport à ce qui vient de se passer. On va voir les ministres qui arrivent à l'instant à l'Élysée, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, Manuel Valls aussi, et tous les ministres qui arrivent pour la réunion d'urgence qui doit se tenir en ce moment même. C'est important de revenir sur des mots très précis qu'a prononcé le président de la République. Absolument, en parlant d'exceptionnelle barbarie, en parlant évidemment d'attentats terroristes. Mais tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de distinction de gauche, de droite, de ce genre de choses. Tout le monde est d'accord sur la nécessité de tenir bon et la nécessité de faire le maximum. Et surtout, si vous voulez, parce que cet attentat a quelque chose de terriblement symbolique. C'est-à-dire qu'on dirait que tout est concentré dans la même chose. Il s'agit de caricaturistes, il s'agit de victimes d'un journal. Alors, c'est pas parce que c'est des confrères qu'on va trouver que c'est plus grave ou plus important. C'est simplement, c'est le cœur même de la liberté d'expression qui est atteint à travers ce genre de choses. Manifestement, ça a été bien préparé. On nous parle d'une conférence de rédaction, parce que vous savez, Charlie Hebdo, il n'y a pas grand monde en temps normal. Alors que là, les conférences de rédaction, c'est le jour où tout le monde vient. Exactement le moment où il se retrouve. S'il s'avère exact que ces caractères caricaturistes emblématiques ont été abattus, ça veut dire que c'est un message symbolique très, très, très violent. S'il s'avère véritable que la défense du prophète, si j'ose dire, la vengeance du prophète, c'est ça qui a été dit. On a, si j'ose dire, une espèce de nœud symbolique extrêmement puissant. Et il va falloir que les politiques, justement, s'attellent à calmer les esprits par rapport à ça, tout en prenant les mesures nécessaires. C'est important ce que vous venez de dire. On tenait à montrer la une de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, Paris, justement, ce matin. Une allusion à la sortie du roman polémique de Michel Houellebecq, qui imagine l'arrivée au pouvoir d'un président converti à l'islam. Donc la une de Charlie Hebdo qui est sortie tout juste ce matin, juste avant cette tuerie, cet attentat terroriste qui a fait 12 morts et plusieurs blessés qui sont en situation d'extrême urgence. Tout de suite le rappel des faits avec Franck Joannozo. Des hommes cagoulés munis d'armes de guerre en plein cœur de Paris. Ils ouvrent le feu. Abattent un policier et revendiquent leur acte. Puis ils regagnent cette petite voiture noire dans laquelle ils vont prendre la fuite. Quelques instants auparavant, des journalistes se réfugient sur le toit du siège de Charlie Hebdo. Un d'entre eux vient d'enfiler un gilet pare-balles. Une fusillade a éclaté dans le bâtiment. En bas, des policiers accourent. À gauche! À gauche! Là! Les tirs nourris résonnent alors. En contrebas, quelqu'un crie « Allahu Akbar ». Dieu est le plus grand en arabe. Nouveau coup de feu. Puis les assaillants retournent à leur véhicule. Ils se remettent à crier. Impossible cette fois de décrypter ce qu'ils disent. Un témoin, un commerçant, raconte la scène. On a entendu une très grosse fusillade à la fin là-bas. Et puis, que vous dire, on a vu des silhouettes noires partir vers le fond de la rue. L'attaque a eu lieu autour de 11h dans le 11e arrondissement de Paris. Les secours sont toujours sur place. Il y a de nombreuses victimes. Ici, un blessé pris en charge sur le trottoir avec l'aide des journalistes. Les employés sont sous le choc. Sur la façade de l'immeuble, des impacts de balles un peu partout. Ainsi que sur cette voiture de police qui a tenté d'intervenir.
Sur une dernière photo, on découvre le face-à-face qui s'est déroulé entre les terroristes et les forces de l'ordre dans cette rue étroite. Les assaillants ont pris la fuite et abandonné quelques minutes plus tard leur véhicule rue de Meaux dans le 19e arrondissement. Une voiture dont voici les premières photos. Les policiers l'inspectent à la recherche de premiers indices. Voilà l'essentiel de ce qu'on pouvait dire à la mi-journée donc sur cette attaque terroriste qui a fait 12 morts et plusieurs blessés qui sont en situation d'extrême urgence. Prochain rendez-vous avec une nouvelle édition de la rédaction, édition spéciale à 20h, l'allocution du chef de l'État, suivie donc d'un journal spécial avec David Pujadas. Merci de nous avoir suivis. À demain.